I am Caribbean, je suis Baino Kyle. Je suis Baino Kyle, jeune danseur guadeloupéen, âgé de 22 ans, bientôt 23. J'ai eu l'occasion de participer et de pratiquer du moins beaucoup de sports. Mais je suis surtout un artiste passionné d'art en général. J'aime la peinture, j'aime la musique. J'aime surtout la danse puisque c'est ce que je pratique depuis de nombreuses années maintenant. J'ai un père qui était musicien, il était batteur. J'ai une mère qui était chanteuse et modèle, faisait du mannequinat à l'époque. Donc rien à voir. Mais ma mère m'a toujours dit qu'elle avait cette envie de danser. Elle a toujours aimé la scène. Donc je pense que naturellement, dans son ventre, elle m'a transmis un peu ce truc. J'ai toujours dansé avec mon grand frère. Peu importe ce qu'on faisait, on dansait pour le fun. Et je pense que naturellement, après, ça s'est présenté à moi comme une évidence. Je pense que c'est un don. Je pense que c'est un don parce que j'ai toujours senti cette âme de danseur en moi, toujours cette vibration. Mais de là à me dire que j'en ferais mon métier ou que ça ferait partie intégrante de ma vie, pas du tout, du tout, du tout. Que ce soit mes grands cousins, mes oncles, ils ont souvent pratiqué des sports, que ce soit au national. Naturellement, nous, on s'est toujours dit, on va faire du sport. Mon père était passionné de football. Donc mes parents ont vraiment toujours été dans cette dynamique de nous inculquer aussi les valeurs du sport et tout ce que ça englobe. Donc quand tu as les cousins, tu as les parents, puis tu as moi-même, qui suis déjà de nature très... Voilà. Donc ça fait un combo. Le petit Kyle, il était au-delà de ce qu'on peut croire. Pas plutôt réservé, mais je dirais plutôt calme. Avec mon grand frère, on a 2 ans de différence, donc on a grandi ensemble. Mais à la maison, j'étais, comme on dit, l'eau, et lui, c'était le feu. C'est lui qui faisait les bêtises, c'était lui le casse-cou, c'était lui. À l'école, mon carnet, il était propre, pas de mots, pas de... Enfin, j'étais pas un élément perturbateur, tu vois. Et il est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu gardes tout ça en toi, le feu. Donc quand j'ai grandi, et au moment, il a dit, bon, là... Et après, bon, c'est révélé un Kyle un petit peu plus taquin. Je dirais audacieux. Audacieux parce que je n'ai pas eu peur de ne serait-ce que faire face à mes parents quand il s'agissait de sport, par exemple. Pendant qu'on y est, il est vrai que j'ai un père qui a toujours aimé le football, j'ai une mère qui aimait bien les sports de combat aussi. Tu sais, donc les parents te mettent dans des sports et puis moi, je n'hésitais pas à dire je ne veux pas faire ça. Persévérant. Parce que dans toute cette démarche d'audace, c'était pas toujours facile. Il fallait s'accrocher, faire face aussi au refus des parents, faire face à la réalité qui n'est pas toujours facile. Parce que des fois, tu as envie de faire des sports, mais ça demande financièrement. Je ne suis pas tout seul, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Donc, c'est une organisation qui fait que c'est pas évident. Kyle, vraiment, c'est amour. C'est toujours partager l'amour, toujours dans une bonne énergie. Ah, c'était la bagarre. Ah, ça se battait. C'était compétition dans tout, que ce soit dans la nourriture, dans les jeux vidéo, dans les amis, dans le sport, parce qu'on partageait tout ensemble. Donc il est vrai qu'il y avait cet esprit assez le feu à la maison, mais en même temps, on a toujours eu ces liens vraiment forts entre frères et sœurs. C'est pas plus tard qu'hier, ma mère me le disait. On a cassé des tables, des fers à repasser. On a cassé des choses. Ah oui, mais bon. Pour notre défense, je tiens quand même à dire qu'on n'a pas cassé en faisant des bêtises. C'était souvent en dansant dans la maison, tu sais, on fait des bêtises. Bon, j'appelle ça bêtise. On danse, on va tourner, on va pas faire attention, on va le faire, le piéton, et puis... C'était ça, en général, mais c'est vrai qu'on a détruit pas mal de choses, pardon maman. On s'est déjà racheté. Il est vrai qu'il y a un moment où mes parents étaient un peu contre la direction que mon frère et moi prenions. Il est vrai que la danse à un moment était très controversée à la maison. C'était un débat assez difficile. Connaissant la réalité du milieu, connaissant la difficulté que c'est aussi, surtout que, bon, malheureusement aux Antilles, même si ça a changé dans le monde en général, l'art, voilà, vivre de l'art c'est compliqué. Et voilà, c'est ce qu'on nous a toujours dit, les parents, perpétuent ça de génération en génération. Quand par exemple on avait des projets, il fallait nous emmener en répétition, enfin maman ou papa n'était pas pour. Il y a des choses qu'on a carrément dû ne pas faire.
parce que les parents n'avaient pas forcément la vision. Et en même temps, j'essaie de me mettre à leur place, donc je comprends. Mais il est vrai que là où on a su du coup faire la différence, en tout cas surtout moi, puisque bon, mon grand frère a pris une autre direction, j'ai toujours su ce que je voulais faire et comment montrer à mes parents que c'est possible. Utiliser vraiment des personnes qui sont dans le milieu, lorsque c'était vraiment compliqué de les convaincre, je n'hésitais pas à donner des numéros. Je dis, maman, appelle cette personne-là, tu verras. C'est une éducation qu'on a su faire. Que j'ai su inculquer à mes parents et qui maintenant comprennent à 200%, qui me soutiennent et voilà. C'est vrai que c'est dur souvent lorsqu'on me pose cette question-là parce qu'après 12 ans de basket, en général, je te dis, c'est vraiment le sport de prédilection en sachant que le basket reste toujours une passion que j'ai à côté. Il y a des critères quand tu joues au basket qui malheureusement font que tu peux plus ou moins avoir une carrière. Et à côté de ça, j'avais la danse où j'évoluais, j'avais cette ouverture sur les styles, j'avais des propositions vraiment intéressantes où je voyais non seulement l'aspect artistique, donc l'évolution personnelle, l'évolution artistique, mais l'aspect où je peux faire de ça mon métier. On se le dit, je ne voulais pas le dire, mais c'est malheureusement l'un des critères les plus difficiles, c'est la taille. Il est vrai qu'au basket, si tu ne fais pas 1m85 minimum, t'es pas souvent recruté. Hein. J'ai quand même connu le basket dans sa profondeur. J'ai eu l'occasion d'être champion de Guadeloupe. J'ai connu ce que c'est. Il m'est arrivé d'être meilleur joueur à certaines saisons, meilleur joueur senior et U17. Mais il est vrai qu'à un moment, si la réalité te rattrape, quand tu es jeune, ça passe. Quand tu commences à atteindre un certain niveau, U20, U21, senior, là, il y a des contraintes où si tu n'as pas une certaine taille, un certain gabarit, c'est un peu compliqué. Ça s'est fait en pleine saison. Parce que j'avais ma licence, j'étais au club donc GGB du Gosier. À ce moment-là, j'ai eu un gros choc parce que je n'arrivais plus à concilier les deux. Un lundi, j'étais au basket, le mardi, j'étais en répétition, le mercredi, j'étais au basket et c'était épuisant. C'était épuisant et là, j'ai vraiment dû prendre une décision difficile et j'ai dit le basket, bon ben on va arrêter. Et je crois que ça a été bon. Je ne dirais pas l'une des meilleures décisions, mais bon, voilà, c'était la décision, le choix qui... Les Gamal, par exemple, c'est un exemple de ouf. C'est vraiment un exemple de ouf, surtout quand j'ai eu l'occasion de parler avec eux pour la première fois et qu'ils m'ont raconté leur histoire. Je trouve ça encore plus fort de reparler d'eux. Et quand j'ai eu l'occasion d'entendre de leur propre bouche, leur vécu, leur parcours et aussi leur moto, tu sais, ce qu'ils voient et comment ils envisagent les choses, là, je crois que je me suis vraiment dit, ouais, eux, c'est vraiment de bons exemples pour les jeunes Guadeloupéens comme nous, et même pas que. Tati et Monjorin, que j'ai rencontré en 2000, avant Covid. 2000 avant Covid. Elle m'avait vu sur une prestation de Gros Cas. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Et après cet échange-là, je me suis dit, waouh, cette femme, l'inspiration qu'elle dégage. Et juste après, j'ai eu l'occasion de rentrer dans son groupe, donc Patoré. On a eu l'occasion de faire des prestations pendant 2 ans. J'évolue avec, du coup, dans son groupe, j'évolue avec d'autres grands danseurs comme Ludovic Biberon et tout un panel de personnes. La touche qu'elle a réveillée chez moi, jusqu'à maintenant m'inspire. Et il est vrai que je ne cesserai d'être reconnaissant envers elle parce qu'elle a réveillé une flamme vraiment qui a au fond, au sol. Donc voilà, Mual Tsirem. Figure pour moi emblématique de la culture en Guadeloupe. Vraiment emblématique de la culture en Guadeloupe. Il a évolué dans des grandes écoles, il a évolué dans d'autres pays, dont beaucoup de gens ne le savent pas. Et il s'est enrichi de tellement de choses ancrées à notre culture, la culture africaine et guadeloupéenne. Il a créé ses styles de danse comme le kakoué. J'ai commencé à danser avec lui à l'âge de 14 ans. Donc quand j'ai commencé à me dire, bon, la danse devient quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, il m'avait repéré, effectivement, quand j'étais sur un terrain de basket. Quand je les vois, ça me donne envie de me battre pour me dire qu'on peut en vivre. Moi, j'ai participé à l'élection de Mister Guadeloupe pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'impact médiatique que ça peut être, parce que, qu'on le veuille ou non, il faut pouvoir saisir les occasions pour montrer de quoi on est capable, qui on est. Il est vrai que l'exposition que Mister Guadeloupe propose est intéressante. Et je me suis dit que c'était l'occasion, parce qu'à ce moment-là, j'avais 19 ans, j'allais avoir 20 ans, j'étais sur mes 20 ans. Donc je me suis dit, bon, c'est une période où je sais que j'ai envie de faire de la danse mon métier, donc c'est une occasion de me mettre en avant. C'est vrai que maintenant, c'est devenu presque naturel de ne pas tout de suite me
me braquer ou me fermer face à une situation, mais plutôt de regarder toutes les possibilités qu'il y a. Et, exact. Jamais blâmer une contrariété. Cette phrase, on n'a pas arrêté de me le répéter. Au début, je ne comprenais pas. D'ailleurs, je n'adhérais pas du tout. Ouais, ne pas blâmer une contrariété. Non, non, non. Franchement, moi, je n'étais pas d'accord. Moi, j'ai dit, au début, j'étais vraiment fermé à ça. C'était pas qu'arriver. Il faut que tu exprimes ta colère. Il faut que tu dises à toute la terre, ça n'a pas fonctionné. Regardez ça, c'est comme ça. Blâmer une contrariété ne t'amènera pas forcément à voir ce que tu voulais finalement. Donc, plutôt regarder une issue ou un autre chemin. Par quel autre chemin je peux passer pour arriver à l'objectif que je voulais. Donc maintenant, j'essaie plus de regarder l'objectif et pas de me dire, bon, premier step, j'ai échoué, donc ça ne fonctionne pas. Je me dis, ok, premier step, j'ai échoué. J'essaie de voir si par ce chemin-là, je peux atteindre l'objectif et c'est devenu un mode de vie, tout simplement. Je me décrirais comme un danseur hybride. Un danseur hybride, je n'arrêterai pas de le dire parce que comme j'essaye de découvrir tout ce qui est autour de moi, de comprendre aussi pourquoi certains styles existent, parce qu'il y a des styles de danse qui sont complètement revendicateurs, il y a des styles de danse qui viennent de mouvements qui nous sont propres, des mouvements qui appartiennent à notre histoire. Et il est vrai que je pense que le danseur que je veux devenir n'est pas juste un danseur qui pratique une danse et qui la retranscrit en public, mais vraiment un danseur qui arrive à vivre ce qu'il a envie de partager, arrive à vivre chaque mouvement. Vraiment, le mot que tu dis, ça résume tout pour moi, c'est l'ouverture. Parce que malheureusement, la contrainte de passer par exemple dans une école académique ou dans une école de danse tout simplement, c'est que bon, tu vas te retrouver à payer des cours, donc à avoir la mentalité et la conscience que tu payes des cours, donc il faut que tu sois présent, il faut que tu honores finalement les cours que tu payes. Et ça peut parfois te bloquer sur ne serait-ce qu'une ouverture que tu pourras avoir où tu te dis, bon, je pars 2 semaines dans tel endroit pour me nourrir. Bon, c'est aussi de l'argent de perdu. Donc, il est vrai qu'au début, d'ailleurs, je ne dirais pas que j'en voulais un peu à mes parents, mais il est vrai qu'à un moment, j'ai exprimé à mes parents le fait de vouloir intégrer une école de danse parce que je voulais tout simplement progresser. Mais il est vrai que j'ai dû faire un choix à ce moment-là. J'ai choisi le sport parce qu'en fait, les écoles de danse ont toujours coûté très cher. C'est un budget, des fois, voilà. Et il est vrai qu'entre le sport en club et le fait de rejoindre une école, c'est un petit peu plus évident pour mes parents. Surtout que comme on est plusieurs à la maison, tout le monde veut faire son activité, donc il faut penser à tout le monde. Donc je ne pouvais pas penser qu'à moi en me disant, on va me payer une scolarité dans une école de danse plein pot comme ça. Donc il fallait penser aux frais, il fallait penser à toutes les dépenses que ça engendrait. Donc je me suis un peu fermé à cette idée de rejoindre une école, en tout cas tout de suite. Et finalement, je crois que c'était la meilleure chose. Je me rappelle de l'époque lycée, quand j'étais à Bainbridge. J'ai kiffé ces années-là. Parce que, tu sais, je faisais encore du basket. Et j'ai vu, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'apport et les bienfaits d'être un danseur hybride. Parce qu'il y avait plusieurs ateliers et je m'inscrivais dans tous les ateliers de danse. Que ce soit salsa, que ce soit grouka, que ce soit afro, dancehall, tous les styles. Je m'inscrivais entre midi et 2, je sortais de cours, j'allais danser. Quand j'avais fini, je reprenais les cours. Je crois que j'ai vraiment découvert la culture de l'hybridation, si je puis dire, à Bainbridge. Parce que du coup, j'ai d'autant plus eu la chance de prendre des cours avec Gilfredo Cubano, donc, qui est un professeur de danse salsa cubaine, et aussi Ivina, alors j'oublie son prénom, Ivina aussi, qui vient de Cuba. Et quand j'ai vu vraiment que je pouvais travailler avec des professionnels, passer de la dancehall à la salsa, de la salsa au grouka, du grouka à l'afro, je me suis vraiment rendu compte de ce que je pouvais faire, que je n'étais pas un garçon qui devait juste danser un style et puis c'est tout. Ça découle aussi sur la technique. On voit que tu es capable de changer d'un coup un style de danse, passer d'un style à un autre. Et du coup, ça parle aussi aux artistes et, comme tu dis, aux scènes, parce que du coup, je pense qu'en 2025, et depuis un moment d'ailleurs, on recherche des danseurs qui sont capables de pouvoir proposer un panel de danse. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas juste être un danseur qui danse tout, parce que le but n'est pas de pouvoir tout danser, mais de ne pas être excellent, de ne pas être bon.
Parce qu'il faut pouvoir faire la différence aussi dans le style que tu proposes. Donc l'idée n'est pas que je fasse du gros cas, mais que je sois au niveau simple, de l'afro au niveau simple, voilà. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, du haut de mes 22 ans, j'ai quand même déjà un petit parcours où je sais que j'ai travaillé les styles et je n'arrête pas. Parce qu'on n'arrête pas d'évoluer. Donc là, ces temps-ci, je m'intéresse plus au style académique. Parce que c'est bien d'avoir aussi, tu sais, les lignes, la propreté dans les mouvements. Comme mon père vient de la Dominique, on a les origines dominicaines. Un jour, mon père dit à mon frère et moi, les garçons, je vois que vous dansez. Voilà, j'ai un groupe qui est sur la Dominique. Ils vont se produire au festival de la Dominique et tout. Est-ce que ça vous dit de les rejoindre? Donc il est vrai que bon, tu vois, je suis assez surprise de la proposition, mais il est vrai que tout de suite on accepte. Donc c'est d'ailleurs la première grosse scène que mon frère et moi ont fait, c'est là. Pourtant, on n'est pas du tout, tu sais, j'ai que 7 ans, donc je ne suis pas dans cette optique, voilà. Mais voilà, cette scène-là arrive, et il est vrai que c'est toujours resté dans un coin de ma tête. En fait, j'ai toujours eu peur d'aller dans des lieux où les histoires afro-descendantes sont fortes. Voilà, tu vois, aller dans les pays d'Europe, aller en Asie, aller dans ces pays-là, aux États-Unis, tu vois. Je n'ai jamais vraiment eu cette crainte, bon, même si les États-Unis, il y a une histoire particulière quand même. Mais, tu sais, les pays où tu as une culture noire ancrée, j'ai toujours eu peur parce que je sais que lorsque je vais là-bas, je me suis toujours dit, en paye au vin, prends-moi, allez-moi par bras et dis-moi, viens apprendre comment on vit et tout. Et que là, je me reconnaisse plus, tu vois, que je me retrouve transcendé dans quelque chose où... Tu vois, je pense que cette réaction, je pense que je ne suis pas le seul à la ressentir. Il y a cette appréhension du sol, de se dire qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu arrives dans ces lieux-là. Et en fait, aucune surprise, j'ai vraiment ressenti ce que je pensais. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai senti une bouffée d'énergie. Je me suis dit, waouh, ok. Tous les pays, que ce soit Afrique, donc Togo, Côte d'Ivoire, Bénin, et au Brésil, quand on est arrivé au Brésil, l'énergie que j'ai ressentie, c'était juste incroyable. Vraiment, là où je me suis rendu compte que, ok, je suis à la maison. Tu sais, le fait de se dire que tu es dans un sol où tu n'as pas grandi et pourtant tu ressens cette énergie, tu ressens cette familiarité avec les gens. Et ça a été un réel choc, surtout en Afrique forcément, puisque les gens, ils t'abordent comme si tu étais un frère. Ils te parlent, ils te racontent des histoires qu'ils vivent, te racontent vraiment, mais de leur bouche, tu sais, comme si c'était une mère qui parlait à son fils ou un père qui parlait à son fils. Et le fait d'entendre ça, de vivre ça et d'avoir eu la chance de danser dans ces endroits-là, c'est là où je me suis dit, ouais, franchement, ces vibrations-là, je ne les oublierai jamais. Gito, franchement, je crois que je découvre ce que c'est qu'une tournée déjà, puisque je n'en avais jamais fait. Donc je découvre tout ce qu'une tournée demande, que ce soit physiquement, mentalement, même organisationnellement. J'ai hésité à participer au début parce que, de un, j'avais peur. Je me suis dit, bon, une tournée, qu'est-ce que c'est qu'une tournée? Je vais devoir tout abandonner. Je regardais les choses. J'étais en mode, bon, la vie, là, elle va s'arrêter à côté de moi. Je vais partir. Je vais tout laisser. Mais je me suis dit, c'est une opportunité que tu n'auras peut-être pas une deuxième fois dans ta vie. Tout d'abord, le fait de danser avec Fanny G, pour moi, je me suis dit, waouh, on a tous grandi avec elle. Sans exception. On va me dire ce qu'on veut. On a tous entendu les musiques de Fanny G. Et le fait de me dire que je vais danser avec cette icône de la musique du zouk, pour moi, c'était vraiment, j'étais heureux. D'ailleurs, quand je l'ai annoncé à ma mère, elle était plus heureuse que moi. Même le fait de présenter réellement ce qu'est le zouk ailleurs va être incroyable. Et il est vrai que lorsque j'ai vu Bercy, là, extinction des feux. Là, je me suis dit, waouh, attends, je crois que j'ai mal lu. Accor Arena à Bercy.
je ne me voyais pas danser sur du zouk à la base. Enfin, le zouk, on a toujours cet esprit assez recentré sur le fait que c'est un carreau et puis ça s'arrête là. Alors que le zouk, lorsqu'on se met à danser dessus, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses dessus. Et vraiment, on l'a fait. On a pu faire du hip-hop, on a pu faire de l'afro, on a pu faire vraiment n'importe quel style dessus. Et donc, je retiens vraiment le fait que la richesse qu'on peut avoir autour d'un style vraiment est évidente. Voilà, j'ai vraiment vu l'évidence de pouvoir pratiquer tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Que le zouk n'est pas fermé au zouk, que tel style n'est pas fermé à tel style. Donc, il y a eu énormément de révélations et puis j'ai rencontré des musiciens formidables, une équipe formidable. J'avais ce doute sur ma légitimité dans la danse parce que quand j'ai vraiment commencé à rencontrer des danseurs, du coup, tu sais, tu te mets dans un mood danse, donc forcément la vie te fait rencontrer des danseurs. Donc j'ai commencé à baigner dans le milieu où je rencontre de plus en plus de danseurs et j'entends que la majorité sont en école ou la majorité sont passés dans des écoles. Donc tu sais, moi, ça commence à me... Voilà, je commence à me mettre un peu en question, à me dire, bon, est-ce que finalement, j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je vais être à la hauteur? J'ai peur de ne pas être propre, puisque je n'ai pas de miroir à la maison pour tout le temps me voir. Tandis que je sais que dans une école, tu as le professeur qui te voit, tu peux te voir. Voilà, tu sais, je pense à toutes ces choses où je me dis, je ne suis peut-être pas légitime de faire ce que je fais. Et il est vrai que je commence avec mon frère, donc on danse à deux. Et l'un est le miroir de l'autre. Et il est vrai que je nous revois encore dans le salon, vraiment restreint. Parce que tu sais, on n'est pas là à pouvoir faire de grands mouvements, on danse à deux, donc il faut vraiment penser à chaque mouvement. Donc on essaie de se corriger l'un l'autre. Voilà, tu sais, on essaie d'avoir une méthode différente, mais du coup vient avec ça le fait de se dire, bon, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que ça va quand même fonctionner? J'ai participé au concours Start il n'y a pas longtemps. J'ai créé ma chorégraphie à la maison. Dans le petit espace, j'ai tout créé à la maison. J'ai dû penser plus que les mouvements. Donc il est vrai qu'il y a des mouvements que je n'ai fait que la veille de ma présentation. Ouais, il y avait la place. Sur cette scène de la Wheel of Green à Paris. Il est vrai que je revois encore Maureen m'envoyer un message pour me dire franchement, Kyle, j'aimerais vraiment que tu rejoignes ma team et qu'on puisse travailler ensemble. Et je crois qu'à ce moment-là, je ne réalise pas, surtout quand elle me parle de la scène de la Wheel of Green, parce que jusqu'à ce moment-là, je ne connais pas la Wheel of Green, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais que c'est un festival, mais je ne connais pas l'envergure de ce que ça va être. Ça commence dans un gros flou parce qu'à la base, je ne devais pas faire. Pour moi, je ne vais pas participer. Je ne pensais pas rentrer en Guadeloupe tout de suite. Parce que justement, j'étais dans une dynamique où je prenais des cours là-bas, j'étais à Paris, j'essayais de m'ouvrir un peu à la culture de la danse là-bas. Donc voilà, on me propose de faire la com. Je me dis, vas-y, je vais faire la com. En tant que danseur, c'est logique qu'un danseur aussi partage ce qui se passe autour de lui. Une des amies qui fait partie de la com me fait part d'une remarque qu'une dame, donc je ne sais toujours pas de qui il s'agit, qui participe au concours, donc qui organise le concours, qui dit « mais oh, ce petit jeune-là, je pensais qu'il aurait participé ». Et jusqu'à la dernière minute, donc vraiment la veille de la clôture des inscriptions, le jour même, je crois que c'était le jour même, au matin, je suis encore en train finalement de finir de rédiger CV, finir de modifier portfolio, mettre en avant un projet que j'ai, parce que j'ai eu un déclic, et je crois que c'était 2 ou 3 jours avant, où j'étais sur YouTube et je tombe sur des concours de danse. Tu tombes sur des concours et tu te dis, mais quand tu regardes ces gens-là, même s'ils ne gagnent pas, ils n'ont tellement rien à perdre parce que l'important dans ces concours-là, c'est de pouvoir présenter ce que tu sais faire, de montrer au monde qui tu es, surtout quand on est dans un monde où on a envie d'évoluer, on a envie de décrocher des contrats, rencontrer des personnalités. Ça passe aussi par là, savoir sortir de sa zone de confort. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre. Et là, après, s'enclenche toute l'aventure où on a des cours de coaching, un accompagnement et le jour de la grande finale.
Merci la bouteille d'eau, merci l'univers. Tu sais que je regarde la vidéo jusqu'à maintenant et je me dis, il n'y avait aucune chance. Je fais comme la vidéo du gars qui dit, il n'y a rien à voir. Il n'y avait aucune chance qu'il y ait une bouteille d'eau et que je tombe sur ce thème-là. Franchement, quand on y repense, il y avait trop de coïncidences. Premièrement, la bouteille d'eau. Depuis le début de l'émission, il n'y avait rien sur la scène. Deuxième coïncidence, le thème que je pioche, c'est relation avec le sol et ou un objet. Je me dis, bon, bouteille d'eau, relation avec un objet, voilà. Troisième coïncidence que j'ai réalisée en revisionnant la vidéo, la musique sur laquelle je suis tombé, donc le tirage au sort qui a été fait sur moi, quand on écoute bien, il y a des bruits d'eau. Donc en fait, là, je me suis dit non, il y a eu un truc, il y avait une destinée. Quand j'ai vraiment fait mon improvisation, donc l'épreuve de l'improvisation, je ne me reconnaissais pas. J'étais dans une forme de transe parce que je tiens à dire que tous mes genoux étaient écorchés. J'étais en sang sur scène, mes coudes étaient écorchés parce que tu sais, j'ai ce thème où je dois avoir une relation avec le sol, donc forcément mon corps frotte le sol et en fait j'ai le corps écorché de partout, mais je ne ressens rien du tout. C'est une expérience que j'aimerais revivre d'ailleurs, mais je pense que ce genre de choses on ne le revit pas comme on le souhaite. Ça arrive dans des moments où tu sais, tu es en adéquation, tu es dans une lignée, il y a vraiment une atmosphère qui est avec toi et là, c'est un état qui se déclenche, tu vois. Il est vrai que ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Avec 659 points, c'est donc Kyle Bailo qui remporte la catégorie danse. Je ne réalise toujours pas l'entièreté de ce que cela signifie. Je me dis, waouh. Tu sais, cette question de légitimité encore, de se dire je n'ai pas fait d'école, je suis un danseur autodidacte. Je pense que lorsque quelque chose est là pour toi, il faut suivre sa destinée. J'ai essayé de me dire waouh, la danse c'était pas fait pour moi, fallait que j'aille faire architecte, fallait que j'aille faire kiné. J'ai essayé. J'ai vendu des aïe aïe aïe. J'ai vendu des chaussures à Tati Raymond. Après bon, la réalité du métier, c'est qu'il faut aussi, tu sais, là où je suis heureux d'avoir eu un parcours atypique, c'est que je pense que, par exemple, le fait d'avoir travaillé à Decathlon m'a appris aussi la valeur du travail, la réalité que beaucoup de gens vivent chez nous. Donc, j'ai pu avoir les pieds sur terre. Il y a de cela quelques années, j'hésitais encore, je me demandais est-ce que j'étais joyeux, est-ce que j'étais heureux dans la vie de tous les jours, dans ce que je fais. Et je peux vraiment le dire, maintenant, aujourd'hui, oui, je le suis, parce que la joie n'est pas que les moments où on est hi-hi-ha-ha. Tu sais, on pense souvent que la joie, c'est quand il y a l'argent, quand il y a le sourire, quand on est entouré de bonnes personnes. Mais en fait, j'ai compris que la joie vient aussi dans les moments difficiles où on arrive à sortir la tête de l'eau. Bon, malheureusement, la nature humaine vient avec des souffrances, des rencontres pas toujours faciles ou des épreuves vraiment difficiles où on doit apprendre à faire face et à se dire « Ok, je suis Kyle avec cette épreuve, mais en fait, cela ne définit pas qui je suis et j'ai envie d'être heureux et ma joie viendra par le fait de surmonter cette épreuve-là, tu vois, et me dire que j'ai envie d'aller plus loin. » Ah oui, fier, ouh là là, fier. Tu sais pourquoi je dirais fier? Parce que je l'ai vu dans les yeux de mes parents. Je l'ai vu dans les yeux de mes parents et je crois qu'il n'y a pas plus grande victoire. Je l'ai aussi vu dans les yeux de ma mamie, bon, qui nous a quittés l'année dernière, mais ma mamie a toujours été là pour ses petits-enfants. Et elle n'a pas cessé de nous le dire, de suivre nos rêves. Et tu sais, elle n'a pas arrêté de me le dire. Ma mamie venait, elle nous disait, en vrai, ça va tout? Ah ouais, c'est tout belle. Franchement, tu sais, elle regarde chaque détail. Elle me dit, ouais, mais à ce moment-là, tu ne t'es pas trompé. Elle me dit, mais à ce moment-là, mais ta tenue n'était pas bien rangée. Tu sais, les petits détails. Et inconsciemment, ça me rendait tellement fière de me dire, waouh, j'ai pas un membre de ma famille, j'ai ma mamie qui, pour moi, était comme une deuxième maman et qui regardait chaque détail et qui analysait et qui me faisait un retour. Je me disais, waouh, de voir qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de regarder ce que je fais et ce que je propose et ce que je dégage, c'était magnifique. Elle m'aurait dit, chérie, yo, il parle de rigoler. Nos mamies antillaises, c'était un truc. Je la vois, tu sais, et ma mamie plus le combo parents, c'était énorme. Vraiment la fierté dans les yeux de mes parents.
surtout dans les yeux de ma mère, parce que ma mère a vraiment été un moment vraiment contre le fait d'être exposée aux caméras, d'être dans l'art. Voilà, encore une fois, je comprends. Lorsque j'ai montré, j'ai pu prouver à ma mère que j'étais capable d'y arriver, de le faire. Elle m'a accompagné et jusqu'à maintenant, la dame est fière. La dame me dit, non mais franchement, ce que tu fais, elle est reconnaissante d'avoir un fils qui a pu suivre ses rêves, qui a pu des fois, je ne dirais pas désobéir, parce que oui, il est vrai que des fois quand il disait tu vas pas en répétition, j'allais en répétition, mais qui a pu surtout lui montrer que c'était possible et que si je n'avais pas suivi mes rêves, je n'en serais pas là où je suis. De ne rien changer, parce que ce sont les doutes, les souffrances, les joies aussi, les moments de plaisir, vraiment tous les moments par lesquels je suis passé qui font le Kaël d'aujourd'hui. Être fort dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est connaître la réalité des souffrances qu'on peut endurer, connaître la réalité des doutes qu'on peut traverser. J'ai rencontré des difficultés dans beaucoup de choses, que ce soit scolairement parlant ou à l'école. Tu vois, ça va pas toujours bien. Tu vois, des fois, tu rencontres des gens qui te jugent, tu fais face au jugement, ou que ce soit dans mon art où j'ai ce flou, où je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas à ma place, tu vois, j'ai des doutes, ou intérieurement, tu sais, tu as ce combat aussi dans ta vie où tu ne sais pas toujours qui tu es, tu te découvres tout simplement. Il me dit toutes ces phases par lesquelles je suis passé font de moi le garçon que je suis aujourd'hui où je me sens complet, je me sens rempli et j'ai l'impression de pouvoir faire face aux situations de la vie. Je sais que je n'ai pas toujours tout, je n'ai pas tout appris, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais que je me sens armé. J'ai l'impression d'avoir les armes pour faire face aux situations de la vie et je lui dirais juste de continuer ce qu'il a fait, de continuer d'avoir autant confiance en lui, de se sentir vulnérable, les moments où il s'est senti vulnérable, parce que cette vulnérabilité l'a aidé à avancer, à rebondir. Donc vraiment, je n'aurais rien changé, rien du tout. Merci à toi. Merci. I am Caribbean, c'était Kaël.